Bonjour à tous, je suis Pauline Arnaud-Blanchard, directrice générale et cofondatrice d'HUP Entrepreneur. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire, cette restitution digitale d'une formidable étude, l'étude nationale des TIH, les NATI. Il est 14h02 et vous êtes déjà très nombreux connectés. Bienvenue à vous. Quelques petits rappels en préambule pour le confort de tous. Pour celles et ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez pleinement profiter de notre formidable interprète en langue des signes française, Aurélie Naon. N'hésitez pas à choisir d'épingler l'image d'Aurélie Naon en cliquant en haut à droite de sa photo pour avoir en plein écran l'interprétariat en langue des signes. Deuxième conseil, je vous invite à choisir l'option affichage en galerie des intervenants. Comme ça, vous aurez en un clin d'œil, évidemment, l'ensemble des speakers de cette restitution. Et puis, troisième règle du jeu, vous le savez, on est en webinaire, vous avez l'habitude maintenant, après cette année et quelques de Covid. Vous êtes tous extrêmement agiles, j'imagine, avec le Zoom. Je vous rappelle simplement que donc, en configuration webinaire, vous n'aurez en vidéo et en audio uniquement les speakers de ce webinaire. Vous êtes spectateurs, mais vous serez des spectateurs actifs puisque vous avez la possibilité de réagir. N'hésitez surtout pas à le faire, à vous présenter d'ailleurs dans le début de ce webinaire par le chat, par le fil de discussion. Et parallèlement à cela, vous avez la possibilité de poser vos questions et je vous invite à le faire dans l'onglet questions-réponses qui est prévu à cet effet. Pour ouvrir ce webinaire de restitution digitale de l'ENATI, l'étude nationale des travailleurs indépendants handicapés, j'ai le plaisir d'avoir sur ce premier tour de table Monsieur Thibaut Guilly, haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises du ministère du Travail. Je l'accueille, bienvenue à vous Thibaut, et je vous laisse la scène. Quelle raison de votre présence aujourd'hui parmi nous? Qu'est-ce que représente pour vous le fait de rendre visibles ces entrepreneurs en situation de handicap? Rappelons qu'ils sont 75 000 en France, mais rappelons aussi que cette étude ENATI, elle est inédite puisque c'est la première fois que 540 d'entre eux prennent la parole et on va, j'espère, à l'issue de ce webinaire, mieux les connaître et mieux connaître leurs attentes. Et bonjour à tous et merci Pauline. Pourquoi j'interviens ici? D'abord pour répondre à votre invitation et j'accepte toujours les invitations d'HUP parce que l'entrepreneuriat et l'action que vous portez pour moi est vraiment très importante. Comme vous l'avez dit, 75 000 entrepreneurs en situation de handicap, c'est 75 000 femmes et hommes qui contribuent en fait à la prospérité du pays, à inventer des solutions pour les autres. Et il me paraît absolument fondamental de pouvoir créer l'écosystème le plus favorable possible, évidemment pour assurer la réussite de ces projets et de ces porteurs de projets et accompagner toutes les vocations qui pourrait s'imaginer dans le fil finalement de l'exemple que sont déjà pour nous tous ces 75 000 personnes. La deuxième chose que je trouve très intéressante dans la démarche, c'est cette étude que je suis impatient comme chacun de découvrir dans ses détails pour bien comprendre les mécaniques qui sont à l'œuvre, les motivations des personnes, les freins qui peuvent être rencontrés car je suis absolument convaincu que c'est dans l'alliance entre les entrepreneurs, les associations comme HUP et les pouvoirs publics que nous allons pouvoir continuer de progresser. Et au moment où se discute, nous sommes un petit peu dans cette phase de transition entre la fin de cette crise sanitaire que nous avons à gérer, mais nous devons aussi préparer l'après dans les mois et années qui viennent. Et cet après ne peut et ne se construira qu'avec la société civile et particulièrement avec les entrepreneurs qui accompagneront cette relance et cette relance que nous voulons inclusive. Et puis le dernier point, c'est d'être très concret. Nous avons élaboré ensemble un pacte pour l'inclusion dans le travail indépendant que nous aurons le plaisir de signer bientôt, qui a déjà vu naître un appel à projet auquel évidemment vous êtes associés pour accompagner 40 000 femmes et hommes créateurs d'entreprises dans leurs projets en bénéficiant à la fois d'un accompagnement et puis pour les plus jeunes, y compris d'une dotation en capital. Bref, de créer les conditions
du changement d'échelle et de l'accompagnement de tous les entrepreneurs et entrepreneuses en situation de handicap ou non. Nous avons encore d'autres projets dans les cartons, j'ai envie de dire, que nous réfléchissons et que nous travaillerons avec HUP et toute la communauté, car c'est très important pour nous de vous voir prospérer. Donc maintenant, je pense que la place est à l'étude, aux enseignements, pour que nous puissions continuer de progresser ensemble et d'accompagner au mieux chacun et chacune dans leur projet. Bravo en tout cas, moi je tenais à vous dire dans cette période-là, j'imagine que ce n'est pas toujours simple, qu'il doit y avoir beaucoup d'incertitudes, parfois des épreuves à franchir, mais la principale qualité d'un entrepreneur, pour l'avoir été pendant 20 ans, c'est de savoir quand même serrer les dents, être persévérant, tenir le choc et surtout le tenir avec les autres. On n'est jamais seul, donc restez pas dans votre corridor ou dans votre couloir. Vous avez la communauté HUP pour pouvoir vous soutenir quand vous êtes trop dans le doute, trop dans la difficulté. Et puis, quand ça cartonne pour vous, pensez aux autres et impliquez-vous et prenez un petit peu le temps de l'écoute des autres projets. C'est comme ça qu'on grandit ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Thibaut Gully. Je rappelle que vous êtes haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Et effectivement, l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de parler d'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap et de parler de cet entrepreneuriat inclusif, dynamique, vivant, innovant, mais bien sûr qui a ses propres caractéristiques et ses besoins spécifiques pour encore plus réussir, je dirais, dans l'entrepreneuriat. L'étude ENATI, elle nous a permis d'interroger 540 entrepreneurs en situation de handicap. C'est la plus grosse étude sur le sujet qui n'ait jamais été conduite à ce jour. Et tout cela n'aurait pas été possible sans une impulsion de départ de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et de son directeur général, Pascal Andrieux, sa directrice de projet, Sylvie Kasmarek. Je cède la parole tout de suite à Pascal pour quelques mots d'ouverture avant la restitution plus exhaustive de l'étude. Merci Pauline. Excusez-moi pour la vidéo, après ça ne marche pas. Ce n'est pas un fait de coquetterie, hein. J'étais présentable, mais voilà. Tout d'abord, merci aux équipes d'HUP. Merci à Thibaut aussi, parce qu'il a toujours, ce n'est pas de la fanfaronnerie, mais toujours plein d'idées dans ses cartons, comme il dit. Et puis le fait d'avoir un ancien entrepreneur aux manettes, je pense que ça va permettre quand même d'accélérer pas mal de choses et avoir des vrais volets opérationnels et pas seulement que politiques. Voilà, c'est juste mon introduction. Donc nous, on est content, bien entendu, d'accompagner HUP. Vous savez, l'engagement, en tout cas du groupe, pour une société plus juste, mais je dirais plus respectueuse. Et puis la fondation qu'on a créée, elle vise à ça finalement, à accélérer, à permettre d'apporter notre pierre à l'édifice en complémentarité des pouvoirs publics sous toutes les problématiques relatives à l'emploi, mais aussi beaucoup à la santé, parce qu'il y a une vraie problématique de l'accès aux soins des personnes handicapées. Donc l'étude, elle s'inscrit totalement dans les travaux que mène la Fondation avec son observatoire. Il y aura une prochaine étude d'ailleurs qui sortira au mois de juin lors des Inclusive Day avec les Échos sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Et cette étude, elle a été confiée à Hémicité à Hémicité et puis également à HUP, et puis un comité de pilotage de haute volée, avec, excusez-moi si j'oublie des noms, mais il y a bien entendu la GFI, BGE, le Clubet et handicap.fr. Et les résultats qui vont vous être en tout cas présentés montrent bien à la fois les aspects positifs et à la fois les obstacles qui sont encore à franchir. Donc cette étude, sans dévoiler les résultats de l'étude, cette étude, elle montre bien que les travailleurs indépendants, ils sont comme les autres, et ils ont aussi des difficultés qui sont encore plus prégnantes dans la crise économique et sanitaire, en tout cas qu'on vit actuellement, mais que l'accompagnement spécifique qu'on peut apporter est aussi un levier d'accélération et peut permettre finalement de dépasser certaines barrières. Et en tout cas, il ressort quand même que 50%, en tout cas, vous verrez, de ces personnes sont fortement en difficulté pour développer leur activité. Alors nous, notre objectif en tant qu'assureur santé-prévoyance, c'est simple, on a 400 000 clients, donc c'est évangéliser avec l'aide de vous tous l'ensemble de nos clients, leur passer la bonne parole, les accompagner. Je peux vous assurer que sur le terrain, en tout cas, on fait de la promotion pour que les TIH soient consultés, en tout cas, dans tous les appels d'offres et toutes les opérations de sous-traitance. Et moi, je constate que sur le terrain, il commence à y avoir une appétence, en tout cas, de plus en plus forte. Donc, on est là pour vous aider. Et voilà, Pauline, je ne vais pas aller plus loin parce que l'essentiel, c'est l'étude. Tout à fait. Et je salue au passage 2 autres speakers qui vont largement prendre la parole par la suite parce que c'est eux qui vont restituer le cœur de cette étude. Cécilia Laurent, chargée de projet au sein du bureau d'études Hémicité, ainsi que Franck Guichet, dirigeant de ce bureau d'études. Et croyez-moi qu'ils auront des choses très intéressantes à vous dire juste après.
Également, l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap, c'est bien sûr aujourd'hui un réseau qui existe depuis plus de 13 ans, HOP Entrepreneur, et je cède tout de suite la parole à son président, Amou Bouakas, pour quelques mots d'introduction avant qu'on enchaîne sur le cœur de l'étude. Monsieur le haut-commissaire, cher Thibault, monsieur le directeur de la Fondation Malakoff, qui a poussé l'élégance jusqu'à masquer sa vidéo pour être à égalité avec moi, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir d'ouvrir cette restitution. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la voix. Et je constate, comme président, que lorsque Thibault ne sera plus haut-commissaire, eh bien, il a tout à fait l'étoffe de me remplacer à la tête d'HOP, tant il porte haut et bien les revendications, les forces de notre réseau, et je ne saurais trop le remercier de l'aide quotidienne, extrêmement concrète, qui va bien au-delà de son soutien financier ou de son soutien méthodologique. C'est un homme d'entreprise qui s'adresse à des hommes et des femmes d'entreprise, et on le ressent dans notre quotidien. Cher Pascal, évidemment, votre soutien constant, votre soutien qui nous accompagne depuis des années, fait partie des raisons pour lesquelles HOP dure. C'est grâce à des entités comme la vôtre qui nous font confiance, qui nous accompagnent, qui nous aident, que nous pouvons faire entendre la voix des entrepreneurs indépendants handicapés. Cette étude est pleine de surprises. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup surpris. Beaucoup de choses ne me paraissaient pas aller de soi, mais elle révèle que les personnes handicapées qui entreprennent ne le font pas par défaut, que les personnes handicapées qui entreprennent utilisent le levier de performance du handicap pour être des entrepreneurs pérennes. Et je terminerai simplement en remerciant nos équipes qui ont su attirer dans cette étude 90% de répondants qui ne font pas partie directement de notre réseau. C'est dire l'énergie qu'elles ont déployée pour aller chercher des personnes à interroger. Et la force du réseau HOP, c'est de considérer que notre travail, notre énergie doit être tellement communicative que nous pourrons, dans un laps de temps raisonnable, permettre à des milliers d'entrepreneurs indépendants handicapés de rebondir et de faire de la crise actuelle une opportunité. Bonne restitution. Merci beaucoup, Amou, et tu plantes très bien la suite de ce webinaire, cette fameuse restitution de l'étude ENATI, l'étude nationale des TIH. Cette étude, elle a été conduite de juillet 2020 à la fin de l'année 2020, et sans plus tarder, je cède la parole à Cécilia Laurent pour la première partie de restitution, où j'ai envie de poser pour nous tous une question brûlante, c'est finalement: quelle découverte, quel fait marquant dans ces découvertes sur les caractéristiques de ces fameux entrepreneurs en situation de handicap, travailleurs indépendants handicapés? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces fameuses caractéristiques, chère Cécilia? Oui, alors déjà bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir, justement avoir un support visuel de ce document. Est-ce que tout le monde va bien? Un petit point méthodologique pour toutes celles et ceux pour qui ça serait plus confortable. Maintenant, Zoom permet donc de diviser en deux son écran. Donc, n'hésitez pas à choisir l'option que vous préférez. Là, vous avez le plein écran sur les slides, mais si vous préférez avoir en plein écran Aurélie Naon et ses fabuleux gestes de langue des signes française, vous avez tout à fait la possibilité de le choisir, ou même de choisir d'avoir en plein écran la si jolie Cécilia Laurent. C'est aussi une autre option qui est possible. Voilà, je lui cède la parole. À tout de suite. Merci Pauline. Alors, en effet, cette première étude sur les travailleurs indépendants handicapés, alors qui sont-ils? Voilà, ça va être la première question. Quel est leur profil et comment favoriser leur réussite professionnelle? Alors, rapidement, au sommaire, les différents points.
Tout d'abord, un petit point sur la méthodologie de l'étude, comment nous y sommes pris. Ensuite, un point sur les travailleurs indépendants handicapés. Qui sont-ils? Quel est leur profil? Sur la création de l'activité des TIH, sur leur situation économique. Un point également sur l'expérience des entrepreneurs. Et puis, un point sur le besoin de soutien des indépendants en situation de handicap, ainsi que des pistes d'amélioration et une conclusion. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Donc, tout d'abord, un point sur la méthodologie de l'étude. Les objectifs de cette étude, 3 objectifs principaux. Tout d'abord, regarder plus finement d'un point de vue qualitatif les différentes caractéristiques des entrepreneurs handicapés, puisque jusque-là, on ne connaissait pas forcément le profil, puisque comme Pauline, tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est la première étude nationale sur ce sujet. Un deuxième point sur le fait de fournir des points de repère, justement, des points de repère plus justes et plus précis aux différents professionnels de l'accompagnement. Et puis enfin, un troisième objectif sur valoriser l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap et en faciliter l'accès. Alors, 3 phases dans cette étude. La première phase a été une enquête par questionnaire. Là aussi, ça a été dit, 540 réponses, voilà, 540 participants à cette étude. On a également réalisé une vingtaine d'entretiens individuels avec des travailleurs indépendants handicapés, avec qui on a pu faire 1 heure, 2 heures d'entretien. Et puis des focus group avec donc 2 focus group exactement de 2 heures pour chaque focus group, avec l'idée de regrouper 6, 7, 8 travailleurs indépendants handicapés autour des résultats de l'étude de manière à pouvoir en tirer une analyse. Alors, cette enquête par questionnaire, il y a une bonne représentation géographique, voilà, des répondants sur toute la métropole, également en Guyane, en Réunion, une concentration un petit peu plus importante au niveau de l'Île-de-France. Mais voilà, de manière générale, plutôt une bonne répartition. Alors, qui sont-ils, ces travailleurs indépendants handicapés? Les principaux enseignements. Alors, les TIH représentent 8% des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ils sont en majorité d'anciens actifs, c'est-à-dire que avant de créer leur activité, 64% des travailleurs indépendants handicapés étaient en activité, donc 42% en CDI. Et contrairement à certaines idées reçues, donc la majorité des travailleurs indépendants handicapés n'ont pas créé leur activité par défaut, voilà, comme le disait tout à l'heure. Et donc, du coup, 25% des TIH ayant répondu à l'enquête avaient déjà créé une entreprise auparavant, une entreprise indépendante. 89% d'entre eux étaient déjà en situation de handicap avant la création de leur activité. Et enfin, dernier enseignement principal, mais il y en aura d'autres après, 65% des TIH travaillent à partir de leur domicile. Alors, à partir de leur domicile, ça veut dire que il y a des déplacements pour aller voir les clients, voilà, à l'extérieur de leur domicile. Donc, à partir de leur domicile. Des entrepreneurs en situation de handicap plus âgés que le reste de la population, en effet, 72% des travailleurs indépendants ont plus de 40 ans, 2% ont moins de 25 ans et 26% ont entre 25 et 39 ans. Donc, une population plutôt âgée. Un niveau de formation élevé pour les travailleurs indépendants handicapés. En effet, 84% des travailleurs indépendants ont un niveau de qualification égal ou supérieur au bac, contre 42% seulement pour le reste de la population. Donc, on voit bien ici une surreprésentation de personnes diplômées parmi les travailleurs indépendants handicapés par rapport aux autres personnes en emploi avec ou sans reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés.
La RQTH majoritairement demandée par les TIH, puisque 75% des TIH donc, font une demande de reconnaissance de leur handicap. Elle est majoritairement utilisée comme un atout commercial par les TIH qui la présentent comme un avantage économique auprès de leurs clients. On a relevé un verbatim, alors c'est-à-dire une citation suite aux entretiens qu'on a pu faire avec les personnes en situation de handicap, avec les TIH. Une personne qui nous disait qu'elle avait utilisé en fait ce statut de TIH et qu'elle l'avait vu comme une opportunité en fait pour trouver de nouveaux clients grâce à l'intérêt économique qu'il représente. La personne en a fait donc une niche commerciale. Je cite, je contacte les missions handicap des grandes entreprises en me présentant et en présentant cette valeur ajoutée, donc véritablement vue comme une valeur ajoutée. Ce qui était pour moi à la base un frein ou en tout cas quelque chose que je devais cacher est devenu un véritable atout concurrentiel. Donc par rapport aux travailleurs indépendants qui n'ont pas cette reconnaissance du handicap. Et donc, 25% des TIH ne souhaitent pas avoir la RQTH. Alors pourquoi ? Trois raisons, trois grandes raisons. La RQTH suscite encore des réticences de la part des travailleurs indépendants, des TIH, par la crainte d'être stigmatisés ou encore le souhait de ne pas rendre visible tout simplement le handicap, ou en tout cas de ne pas le rendre plus visible qu'il ne l'est. Deuxième raison, être reconnu travailleur handicapé suscite aussi la crainte d'être perçu comme moins compétent. Et pour les entrepreneurs, c'est le risque de ne pas réussir à développer sa clientèle. Donc ça, cela fait partie des a priori. Et enfin, troisième raison, certains méconnaissent également la réglementation et leurs droits. Depuis 2016, les TIH sont désormais comptabilisés dans l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, ça peut être aussi un argument auprès des entreprises. Encore faut-il le savoir. Troisième point, sur la création de l'activité dans le parcours des TIH. Au niveau des différents secteurs d'activité, ils sont assez hétérogènes puisqu'on retrouve plusieurs secteurs d'activité avec une répartition plus ou moins équivalente. 19% des TIH ont développé une activité dans le secteur de la santé et de l'action sociale. 36% des TIH ont également une activité complètement ou en partie destinée aux personnes en situation de handicap. Voilà, et puis après, au niveau des autres secteurs d'activité, on retrouve l'information, la communication et le commerce qui sont représentés à 14%. L'activité de services administratifs ou de soutien, et puis ensuite, de manière un petit peu plus minoritaire, l'enseignement, les activités spécifiques scientifiques ou techniques. Voilà, au niveau du statut. Alors, la micro-entreprise, c'est le statut le plus utilisé par les TIH puisque 55%, donc plus d'une entreprise sur deux, est dirigée par, donc micro-entreprise sur deux est dirigée par un travailleur indépendant handicapé. Dans les autres statuts, on retrouve également donc les entreprises individuelles hors micro-entreprise. Là, elles ne représentent que 8%. 6% ont recours également au portage salarial et enfin 31% ont recours au statut de société, alors SARL, SAS, etc. Au niveau de la situation économique, alors un chiffre d'affaires annuel inférieur aux autres travailleurs indépendants, c'est ce que révèle l'étude. 64% des TIH ont un chiffre d'affaires inférieur à 20 000 euros, alors que 76% des travailleurs indépendants n'ayant pas la reconnaissance du handicap ont un chiffre d'affaires inférieur à 70 000 euros. Alors, toutefois, ce chiffre d'affaires augmente avec l'ancienneté de l'entreprise. C'est ce que montre aussi cette étude.
et seuls 1% donc, ont un chiffre d'affaires situé entre 500 000 et 1 million d'euros. Voilà, alors ce chiffre d'affaires moyen donc, se stabilise ou augmente régulièrement dès les premières années. Le revenu annuel moyen des TIH est de 23 740 € pour donc, les TIH qui déclarent un revenu. 30% des TIH ne peuvent pas encore déclarer de revenus et 71% des TIH ne peuvent pas vivre de leur activité. Il faut savoir également, petit point méthodologique, que cette étude donc, a été réalisée en 2020 entre mars et juin 2020, donc au moment du confinement. Les indépendants travaillent plutôt seuls, puisque 87% des TIH ont créé ou repris leur activité seuls. 8% des TIH embauchent des salariés à ce jour et 14% pensent embaucher de nouveaux salariés dans les 12 prochains mois. Et il s'avère également que lorsqu'ils sont à la recherche d'un associé, les TIH rencontrent pas mal de difficultés, notamment pour trouver un associé qui réponde à leurs besoins professionnellement parlant. Donc, il semble nécessaire, et on va le reprendre dans la conclusion et dans les pistes d'amélioration, il est nécessaire de créer les conditions favorables pour accompagner les TIH dans leur recherche de collaborateurs. Cinquième point, sur l'expérience des entrepreneurs, différentes motivations à l'origine de l'entrepreneuriat. Alors tout d'abord, c'est une alternative au salariat. Alors une alternative au salariat dans le sens où cela permet de réaliser les missions qui soient adaptées à son handicap par rapport à son métier. On a le témoignage de François, qui est entrepreneur et autiste Asperger. Il dit « Avant de créer mon entreprise, j'ai eu quelques expériences en tant que salarié. Ça a été catastrophique puisque je devais manager une équipe alors que j'avais un gros handicap social. J'ai tenu 6 mois, je suis partie, j'ai décidé de monter mon auto-entreprise. » Donc, il travaille toujours dans le même secteur d'activité avec le même métier, mais de manière adaptée par rapport à son handicap, par rapport aux missions qu'il peut réaliser. Donc ça fait partie des motivations et de l'avantage de créer sa propre activité. Deuxième motivation, alors ça peut être un choix de vie, le choix de faire quelque chose pour soi, quelque chose à son compte qu'on a toujours souhaité réaliser. Et puis enfin, une troisième motivation, ça peut être un complément de revenus, notamment pour les personnes proches de la retraite ou à la retraite. Les difficultés des travailleurs indépendants handicapés, alors il y en a plusieurs, on a pris les principales. Tout d'abord, au niveau du suivi médical, pour 58% des TIH, leur handicap peut les conduire à s'absenter de leur entreprise régulièrement pour le suivi médical. Et ces absences, si elles sont répétées régulières, peuvent porter préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise. Une deuxième difficulté en lien avec la solitude, 43% des TIH se sentent seuls et considèrent que cette solitude est une difficulté d'ordre professionnel. Une troisième difficulté relative aux procédures administratives, donc tout ce qui est dans le cadre de la création de l'activité ou une fois que l'activité elle est créée, pour les contacts avec l'URSSAF, les déclarations trimestrielles, etc., sont source de difficultés pour les TIH, avec un millefeuille administratif, pas mal d'interlocuteurs et voilà, donc des difficultés sur un point administratif. Enfin, 59% des TIH ont du mal à trouver de nouveaux clients et 57% des TIH rencontrent des difficultés pour développer leur activité et donc accroître leur chiffre d'affaires. Une petite pause rapide. Merci beaucoup déjà pour tous ces propos introductifs. Cécilia, c'est notre première partie de restitution sur
les caractéristiques des entrepreneurs en situation de handicap interrogés dans le cadre de cette étude. On rappelle 540 dirigeants ou entrepreneurs qui ont été interrogés. Seuls 10% d'entre eux venaient du réseau HUP. Donc, pour dire aussi que c'est une découverte apprenante aussi, bien sûr, pour l'acteur que nous sommes, HUP Entrepreneur. Et quand même s'arrêter sur 2-3 faits marquants pour ceux qui nous écoutent. Déjà, premier point, dans ce qu'on découvre de la restitution, ce que tu nous fais découvrir, Cécilia, c'est que l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap, ça n'est pas, pour la majorité d'entre eux, un entrepreneuriat suite à un chômage de longue durée. J'aimerais qu'on s'arrête 2 minutes là-dessus pour dire que non, ça c'est une idée reçue. Entreprendre avec son handicap, c'est un choix de vie professionnelle tout court. 64% d'entre eux ont décidé d'entreprendre après une carrière de salarié, un job de salarié, en tout cas juste avant de créer. Deuxième point de fait marquant, peut-être qui lutte contre certaines idées reçues, une majorité d'entre eux, des répondants, n'en étaient pas à leur première entreprise créée. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est plus de 50%. Troisième caractéristique frappante, fait marquant, une moyenne d'âge lorsque des entrepreneurs à 40 ans, on sort peut-être de l'image d'Épinal du jeune start-upper qui entreprend à la sortie des études ou même avant sa majorité. Là, non, ce n'est pas ce paysage-là. On est dans un entrepreneuriat de maturité de vie professionnelle, 40 ans, on a déjà un premier vécu et puis du coup, on décide d'entreprendre pour diverses raisons. Troisième point sur lequel je souhaitais m'arrêter, c'était aussi de redonner une définition de quand on parle de travailleurs indépendants handicapés. Attention, on ne parle pas de travailleurs indépendants au sens classique du terme, on parle bien de tous les statuts entrepreneuriaux qui appellent le fait d'être dans une situation d'indépendance, c'est-à-dire de non-lien de subordination à un patron. On entend du coup aussi bien les micro-entrepreneurs, les entrepreneurs individuels, les libéraux, les artisans, les commerçants, les dirigeants de société, etc. Donc, on est vraiment dans une acception large. Donc, c'est bien toute forme d'entrepreneuriat qui est ici présentée. Et puis, peut-être un dernier point de fait marquant, c'est ce que tu nous as dit sur finalement les secteurs d'activité. Une vraie tendance quand même, un tiers d'entre eux, plus d'un tiers d'entre eux, entreprennent dans des activités tout ou partie en lien avec le handicap. Donc, c'est quelque chose qui est fondamentalement important et parfois même pris en compte dans le projet d'entreprise. Une prépondérance du statut de micro-entrepreneur, des situations économiques qui, en tout cas le panel interrogé, montre que le fait de vivre de cette activité n'est pas un pari gagné, donc une vraie question autour de la précarité économique, une vraie question aussi sur la question de s'entourer, puisque 87% d'entre eux entreprennent en solo et bon nombre d'entre eux souhaitent embaucher ou s'entourer ou s'associer, et en tout cas, ça n'est pas chose aisée. Dernier point sur les motivations d'entreprendre et les difficultés, faisons un parallèle quand même avec le monde de l'entrepreneuriat tout court. Entreprendre pour avoir une alternative au salariat, décider, faire un choix de vie, compléter ses revenus, on retrouve dans d'autres études plus larges sur l'entrepreneuriat des motivations bien classiques. Ici, la part spécifique n'est pas évidente. Les difficultés rencontrées, elles, par contre, le sont, puisqu'on parle de problématiques de santé, d'isolement, là où la lourdeur des procédures administratives et la difficulté dans la prospection commerciale, quel entrepreneur ne nous ferait pas part de ce type de difficultés? Donc là aussi, intéressant de retrouver une forme de redondance chez les entrepreneurs tout court dans ces constats-là, mais aussi peut-être des spécificités sur la question de la santé, le suivi médical qui peut peut-être ralentir l'activité entrepreneuriale, voire même parfois l'arrêter, et la question bien sûr de l'isolement. Voilà sur les quelques points de synthèse de ces découvertes tout à fait intéressantes. Et maintenant, sur cette partie 2, quelles recommandations du coup, quelles pistes de solutions pour mieux prendre en compte les besoins des entrepreneurs en situation de handicap? Alors, Cécilia. Oui, alors tout d'abord, juste avant de parler des points de recommandation, le besoin de soutien des indépendants, un fort besoin de soutien des indépendants, un fort besoin de soutien pour être accompagnés dans la création de leur activité, puisque 29% des indépendants en situation de handicap n'ont pas été accompagnés pour la création de leur activité. Alors, hors soutien au plan de financement, c'est vraiment un accompagnement sur des démarches administratives, sur du renseignement, etc.
Donc 29% n'ont pas été accompagnés. En revanche, lorsqu'ils ont été accompagnés, ils sont plutôt satisfaits puisque en moyenne, ils donnent une note de 6,5 sur 10 à l'accompagnement qu'ils ont reçu. Alors 32%, donc parmi les TIH ayant reçu un accompagnement, 32% ont été accompagnés par la BGE, 23% par Cap Emploi, 18% par Pôle emploi, 19% par d'autres réseaux d'accompagnement et 11% par HUP Entrepreneur. Et puis ensuite, il y a la Chambre de commerce et de l'industrie également, 7%, l'ADI, 5%, la Chambre des métiers et de l'artisanat, 5%. Et puis TIH Business également, la plateforme TIH Business, 3%, et d'autres incubateurs et couveuses, 4%. Donc des besoins pour être accompagnés, mais également des difficultés d'accès aux dispositifs d'accompagnement. Plusieurs difficultés, un manque de connaissances et de visibilité des différents acteurs, l'obtention d'une réponse parfois inadaptée par rapport aux projets portés ou présentés, un manque de réactivité également de la part des services d'accompagnement, une autre difficulté relative aux informations qui parfois peuvent être confuses de la part des organismes, une centralisation également des dispositifs d'accompagnement dans les grosses agglomérations comme à Paris. Et enfin, des freins liés à l'état de santé, on l'avait déjà mentionné. Donc 50% des TIH, un TIH sur 2 déclarent avoir rencontré des difficultés pour accéder aux dispositifs d'accompagnement lors de la création de son activité. Donc, avec tout ça, on en conclut plusieurs pistes d'amélioration. Tout d'abord, les 4 principaux besoins. Alors là, on va répéter un petit peu ce qu'on vient de dire, parce que tu l'as très bien fait, ce point de synthèse, Pauline. Le besoin de soutien, tout d'abord, un besoin de soutien spécifique par des dispositifs adaptés et compétents dès l'obtention de la reconnaissance du handicap et ou lors de la création de l'entreprise et au cours de ses premiers mois de fonctionnement. Un deuxième besoin important sur justement l'importance du réseau pour pouvoir échanger avec ses pairs sur les bonnes pratiques, sur les difficultés rencontrées ou toute autre information en lien avec l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap. La simplification et la personnalisation des aides, alors là, au cas par cas, en fonction de la singularité de chaque situation. Donc ça, c'est un véritable besoin, une remontée de la part des TIH. Ces aides concernent aussi bien les aides techniques que les aides financières, les assurances, les prêts bancaires. Et enfin, un besoin en reconnaissance auprès des entreprises en tant que professionnels compétents dans son domaine d'expertise et pas uniquement en tant que personne en situation de handicap pouvant réduire une certaine contribution à GFIP. Donc voilà, donc les travailleurs indépendants handicapés confrontés à ces besoins non couverts expriment clairement leur manque de solutions et parfois même leur sentiment de solitude. Alors, certains dispositifs spécifiques liés à l'accompagnement des travailleurs indépendants handicapés existent et apportent déjà des réponses, mais ils restent aujourd'hui insuffisants par rapport à l'ensemble des besoins à couvrir sur tout le territoire. Et donc, 6 pistes d'amélioration. La première serait de rendre plus visibles les réseaux existants d'accompagnement des TIH, tout d'abord en décentralisant les structures d'accompagnement existantes spécifiques au TIH sur tous les territoires, en communiquant aussi auprès des TIH sur les dispositifs et aides existantes et sur les tenants et les aboutissants, donc justement liés à l'entrepreneuriat. Une deuxième piste d'amélioration qui est de renforcer et amplifier l'animation du réseau d'entrepreneurs TIH en mettant en place des groupes d'échange et d'entraide, alors entre travailleurs indépendants, handicapés ou non, et en mutualisant les compétences des travailleurs indépendants souhaitant créer leur entreprise. Une troisième piste d'amélioration sur la sensibilisation des différentes parties prenantes et rendre aussi ces dispositifs d'accompagnement plus inclusifs, plus accessibles, plus réactifs,
donc en sensibilisant l'opinion publique, en sensibilisant et en communiquant auprès des entreprises sur la possibilité notamment de faire appel à des TIH, et aussi en communiquant auprès des acteurs et des structures d'accompagnement qui ne sont pas spécialisées dans l'accompagnement des TIH et où là, ça nécessite d'avoir un petit peu plus d'informations pour mieux accompagner justement ces TIH. Un quatrième levier sur le développement des dispositifs spécifiques au TIH pour permettre l'accès à l'entrepreneuriat dès la période de salariat, pour proposer de nouvelles solutions de prêts bancaires et d'assurance plus adaptées au TIH en faisant du cas par cas, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en réformant les charges sociales pour compenser le surcoût du handicap qui aujourd'hui n'est pas compensé, en favorisant le cas par cas donc dans l'accès aux aides techniques et financières et en proposant une aide pour les démarches administratives lors de la création de l'entreprise, puisqu'on a vu que c'était aussi une difficulté. Et enfin, 5e piste d'amélioration, je crois que je vous ai dit 6, il y en a 5. Continuer et simplifier le parcours des entrepreneurs en situation de handicap, donc en améliorant, en renforçant l'accompagnement des TIH par des accompagnements personnalisés et plus réguliers, mais aussi en apportant une meilleure visibilité aux offres de formation et faciliter leurs accès. Et enfin, en développant le parrainage avec des grandes entreprises et le tutorat ou le mentorat avec les auto-entrepreneurs pour donc découvrir le milieu de l'entrepreneuriat. Voilà. Merci à tous. Si vous avez des questions, je pense que du coup, là, ça va être l'occasion de les poser. Merci beaucoup, Cécilia, pour cette deuxième partie donc, de restitution sur les recommandations, les pistes de solutions pour mieux prendre en compte les besoins des travailleurs indépendants handicapés, des entrepreneurs en situation de handicap. Ce qui est marquant sur cette deuxième partie de la synthèse que tu fais, c'est effectivement 29% d'entre eux qui ne sont pas accompagnés dans des réseaux qui existent par ailleurs, BGE, Cap Emploi, Pôle Emploi, HUP Entrepreneur, l'inclusion, d'autres divers acteurs. Et pour autant, eh bien sûr, il y a des améliorations à prendre en compte. La notion de territoire qui est ressortie à plusieurs reprises dans ta restitution, qui est très importante finalement, c'est finalement quelle égalité d'accès dans les territoires à tous ces services-là qui peuvent exister, qui peuvent s'améliorer, être plus inclusifs, mais déjà, sont-ils présents dans tous les territoires? Le deuxième point où effectivement il y a un enjeu à faciliter l'accès et adapter les services proposés par ces mêmes réseaux au plus près des problématiques rencontrées par les entrepreneurs en situation de handicap. Mais bien sûr, tout ne dépend pas bien sûr des réseaux d'accompagnement. Il y a aussi quelque part dans les pistes d'amélioration l'importance de créer une logique d'animation de réseau de cette communauté d'entrepreneurs pour pouvoir s'entraider, échanger entre pairs, tout en restant ouvert à la communauté des entrepreneurs en général. Un enjeu aussi à transformer leur environnement pour que l'environnement, quel qu'il soit, les pouvoirs publics, les aides associées, les lois, les dispositifs administratifs, les acteurs privés comme les assureurs, les banquiers ou d'autres parties prenantes directes des entrepreneurs, leurs clients, que ce soit les particuliers ou les entreprises, soient eux-mêmes plus inclusifs et plus en capacité de prendre en compte les spécificités éventuellement de ces entrepreneurs. Et puis, dernier point assez frappant dans ce que tu as pu nous indiquer, c'est finalement cette notion de simplification des parcours, de prise en compte quand même du handicap comme une forme de charge pour la future entreprise créée ou développée par l'entrepreneur en situation de handicap, et dans quelle mesure finalement des aides peuvent être adaptées, des solutions de compensation peuvent être imaginées pour que ce parcours-là soit un peu moins un parcours du combattant et avec moins de freins finalement lorsqu'on est un entrepreneur, on est dans un mouvement. Et dans ce mouvement, eh bien, il peut être ralenti ou stoppé par un certain nombre de freins qui ont été du coup ici identifiés. On entend aussi qu'il y a des solutions qui existent, mais elles sont perfectibles, parfois elles sont insuffisantes, elles peuvent être améliorées, elles sont inégalement présentes sur le territoire et surtout, elles sont insuffisamment peut-être généralisées. Donc, il y a un enjeu aussi de changement d'échelle de ces solutions pour qu'elles puissent bénéficier au plus grand nombre.
Merci beaucoup, en tout cas, Cécilia, pour cette restitution et ces points très importants. Et on a eu plusieurs réactions dans le chat. Une première réaction de Loïc qui, effectivement, nous signale que le choix d'entreprendre, c'est aussi le choix de s'affranchir d'un certain plafond de verre que l'on peut connaître en entreprise à travers le salariat ou à travers un certain nombre de refus que l'on a pu essuyer dans cette voie. Un autre témoignage de Stéphane au sujet effectivement des démarches compliquées pour obtenir un prêt bancaire. Et ça peut constituer un des freins dans le développement d'une entreprise de ne pas facilement pouvoir accéder à des prêts du fait de son handicap. Effectivement, une réaction également de Dominique qui nous signale restitution très intéressante. Merci pour cette présentation. C'est une étude qui permet de se faire une bonne idée des attentes et des besoins des entrepreneurs vivant avec un handicap. Merci beaucoup pour vos réactions. N'hésitez surtout pas à réagir dans le chat et je vois qu'il y a déjà un certain nombre de questions. Laura, à toi la parole. Tout à fait, merci. Alors, première question qui nous est posée. Bonjour, être-t-il, au vu de ce qui est dit, étant un atout pour une clientèle, est-il opportun aussi de stipuler ce statut dans le cadre de sous-traitance? Y a-t-il un avantage pour l'entreprise utilisatrice? Alors, c'est une question pour qui prend? Ça peut être nous, mais comme vous souhaitez. Alors, effectivement, dans la restitution de l'étude, on n'a pas fait ce rappel du cadre de l'obligation d'emploi. Il y a bien sûr tout un cadre que nous-mêmes, à Shop, on a fait évoluer en 2015, décret d'application 2016, pour la prise en compte, justement, du fait d'être un entrepreneur en situation de handicap et que vos clients puissent bénéficier d'une forme d'avantage à faire appel à vous. Je vous remettrai dans le chat tout le rappel du cadre de cette obligation d'emploi, la façon dont elle a évolué, avec un ou deux liens vidéo qui expliquent tout ça et qui expliquent aussi pourquoi parler de son handicap à son prospect ou son client, pourquoi ne pas en parler. Et en tout cas, évidemment, il n'y a pas forcément de recette miracle là-dessus. Ce qui est important, par contre, c'est de se faire sa propre opinion et bien se préparer à en parler ou à ne pas en parler. Voilà, donc je vais vous repartager tout ça dans le chat. Aujourd'hui, le cas de l'obligation d'emploi, donc toute entreprise de plus de 20 salariés est assujettie à 6% d'obligation d'emploi de travailleurs reconnus handicapés. Une part de cette obligation peut être accomplie jusqu'à maximum 3%, donc la moitié de cette obligation, par le fait de recourir aux acteurs du secteur handicap, les entreprises adaptées, les établissements et services d'aide par le travail et du coup les petits nouveaux, les travailleurs indépendants handicapés depuis 2016. Le fait qu'un client fasse appel à vous lui permet sur une partie de votre facture, de déduire, de bénéficier d'un avantage fiscal, si on peut dire, sur son assiette en lien avec cette obligation d'emploi. C'est un peu technique, donc je vous envoie les liens qui vous expliquent en détail les mécanismes de cette obligation. Très bien. Maintenant, deux questions peut-être que je vais passer en priorité sur la méthodologie de l'étude. La première, c'est comment ont été sélectionnés les participants, quelle technique d'échantillonnage? Et la deuxième, c'est combien représentent les 540 sondés, donc combien y a-t-il de TI qui sont recensés aujourd'hui? Alors, sur la première question, c'était l'échantillonnage des… Comment ont été sélectionnés les participants? Alors, on a diffusé largement le questionnaire grâce à un comité de pilotage qui a été mis en place. C'est vrai que je n'en ai pas parlé de ce comité de pilotage. On a mis un comité de pilotage en place pour la réalisation de cette étude avec l'AGFIP. Alors là, il va falloir m'aider par contre sur les participants que je n'oublie personne. Il y avait l'AGFIP, il y avait l'APF, il y avait la BGE, il y avait handicap.fr. Je pense que c'est… Et puis, Shop Entrepreneur, évidemment. Et donc, on a essayé de diffuser le plus largement possible ce questionnaire, sachant que le périmètre de l'étude était bien les TIH en activité. C'est-à-dire qu'on ne visait pas dans cette étude les TIH qui n'avaient plus d'activité à ce jour. Et donc, du coup, la grande majorité des répondants, évidemment, par rapport à la diffusion qu'on en avait fait, c'était des TIH en activité. Et je ne me souviens plus de la deuxième question, pardon. Alors, la deuxième question, c'est
combien représentent les 540 sondés et donc combien y a-t-il de TIH qui sont recensés aujourd'hui? Alors là, je vais plutôt passer la main à Pauline, parce que c'est une question trop technique sur les TIH, je ne sais pas. Alors oui, donc il n'y a pas eu de méthode d'échantillonnage comme vous l'indiquez Cécilia. En fait, on a battu campagne effectivement pour aller à la rencontre de ces TI parce que c'est encore un public qui est très isolé. Hein. Donc il n'y a pas de technique. L'INSEE ne pourrait pas faire cette étude, clairement. Parce qu'aujourd'hui, les TI, il n'y a pas un agrément, une codification, quoi que ce soit qui permet de les identifier. C'est vraiment sur leur propre volonté, impulsion de vouloir ou non répondre à cette étude. Donc effectivement, comme tu l'as dit Cécilia, 6 réseaux se sont associés pour ensemble aller chercher et donner la parole au TIH dans toute la France, comme vous avez pu le voir dans la cartographie. Et on peut remercier à cette occasion APF France Handicap, l'AGFIP, BGE, handicap.fr, le Club Être Handicap Information et l'inclusion, et bien sûr HUP. Donc on a été finalement 7 réseaux à combiner nos efforts et nos réseaux. Vous voyez que nous, à HUP, on ne passe pas très lourd. Hein. Finalement, c'est 10% des répondants. Donc, heureusement qu'il y avait les 6 autres aussi pour donner la parole à d'autres publics entrepreneurs partout en France. Et c'est d'une grande richesse. Au total, on compte 75 000. Donc, d'où vient ce chiffre des 75 000? C'est une étude INSEE d'AREST, retraitement d'AREST de 2015, étude handicap santé des ménages, emploi, handicap, santé des ménages, qui, dans sa page je ne sais plus combien, interroge la situation d'emploi de 600 000 personnes. Là, il y a un vrai échantillonnage qui est fait, 600 000 personnes en situation de handicap. Parmi ces 600 000, une certaine part déclare être dans une activité professionnelle indépendante, d'où les 75 000. C'est sans doute une réalité très diminuée par rapport à la réalité, puisque ne sont pas comptés dans ces 75 000 tous les micro-entrepreneurs en situation de handicap, sachant qu'en France, il y a à peu près 2 millions, 3 millions de micro-entrepreneurs au national. Donc, c'est une estimation, finalement, ces 75 000, mais c'est la seule source officielle de la part de l'INSEE qui en fait état. Très bien, merci. Alors, je passe aux questions suivantes. À part la reconnaissance RQTH, y a-t-il des démarches à effectuer pour avoir le statut de TIH? Si oui, auprès de quel organisme? Du coup, une question sur est-ce qu'il y a des démarches à effectuer pour obtenir le statut de TIH? Alors, du coup, je pense que, Amou, je ne sais pas si tu souhaites prendre la parole ou Pascal. Non, mais écoutez, là-dessus, je pense que la question comment dire, induirait qu'il y a un statut de TIH. Or, il n'y en a pas, en réalité. Donc, à partir du moment où vous êtes reconnu comme travailleur handicapé et que vous avez créé une entreprise ou que vous êtes dans un processus de création d'entreprise, vous êtes dans la confrérie des TIH. Après, vous pouvez être un TIH masqué, un TIH militant, un TIH honteux, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, vous êtes un TIH, quoi que, voilà, que, dès lors que vous avez votre statut d'entrepreneur ou vous êtes dans le processus, vous êtes un TIH. Tout à fait. En fait, ce que dit le décret d'application, pour entrer dans les notions techniques, c'est que vous avez un double renvoi vers 2 textes du Code du travail. C'est le fait d'être bénéficiaire de l'une des 5 reconnaissances administratives du handicap. Je ne vais pas pouvoir vous les citer de mémoire, mais c'est vraiment le recensement de ces 5 reconnaissances administratives combinées au fait qu'on puisse apprécier votre situation professionnelle en qualité de travailleur indépendant, c'est-à-dire l'absence de lien de subordination avec une forme de donneur d'ordre qui soit un lien hiérarchique. Donc, c'est cette double combinaison, mais donc c'est une appréciation, ce n'est pas un statut au sens où il n'y a pas d'agrément qui vous adoube TIH ou pas TIH. Par contre, il faut quelque part que vous soyez bien sûr à jour de l'une des 5 reconnaissances administratives, que vous ayez fait les démarches pour ça, et d'autre part, vous avez les obligations qui incombent à n'importe quel entrepreneur, c'est-à-dire attestation de vigilance, le règlement de vos cotisations URSSAF, en tout cas ce qui atteste réellement que votre société, elle existe, vous avez un cabis, ainsi de suite, et donc vous êtes bien entrepreneur ou travailleur indépendant. Très bien, merci. Alors, une autre question qui est en ricochet par rapport à l'étude.
Donc, on a une remarque, les entrepreneurs handicapés sont des entrepreneurs comme les autres CQFD. Tirez-vous des enseignements différenciants, positifs ou négatifs, en cette période de Covid-19 ? Amou, est-ce que tu souhaites t'exprimer là-dessus ou comme vous le souhaitez? Non, je pense que tu peux tout à fait répondre. Alors effectivement, la crise Covid-19, nous, on a mené chez HUP, on a déployé toute une task force d'écoute dès le début du premier confinement pour être vraiment à l'écoute et en proximité du millier d'entrepreneurs en situation de handicap qu'on fédère dans le réseau HUP, pour essayer de comprendre le ressenti déjà des entrepreneurs pendant la période, les difficultés rencontrées, essayer de déployer, d'amener en tout cas des pistes de solutions. Ça nous a permis de sonder à peu près 200 entrepreneurs, d'avoir au bout du fil une petite centaine d'entre eux, d'en sonder d'autres par questionnaire, pour justement déployer un certain nombre de solutions, une foire aux questions, bref, mettre en place aussi une cellule d'écoute un peu plus psychologique, ainsi de suite, et co-construire avec la GFIP, que je remercie encore à cette occasion, courant du printemps 2020, puis lancé en septembre 2020, un programme de relance anti-crise qui s'appelle Rebond TIH, pour tous les entrepreneurs ayant au moins 2 ans et demi d'ancienneté, tout statut entrepreneurial accepté, pour les épauler pendant 3-4 mois pour réinventer le futur de leur entreprise. Donc, vous pouvez retrouver toutes les infos à ce sujet sur h-up.fr/rebond avec un s-TIH. On vous remettra le lien, bien sûr, dans le chat. Effectivement, alors les enseignements, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais en tout cas, nous, ce qu'on observe, de ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a beaucoup de résilience de la part des entrepreneurs sur la partie handicap. C'est-à-dire que le Covid n'a pas mis en difficulté la conciliation handicap et entrepreneuriat sur le volet handicap, puisque quelque part, l'adaptation, la compensation du handicap, etc., Covid ou pas Covid, ça n'a pas vraiment fragilisé cet aspect-là. Pour certains même qui pouvaient, du fait de leur handicap, avoir peut-être des enjeux d'interaction sociale, plus contraintes, le fait de se retrouver à la maison, ça peut avoir quelque chose de rassurant, au contraire. Donc, pour certains, c'était même plus confortable. En tout cas, la vraie difficulté, elle est plutôt sur le développement économique, bien sûr, de l'entreprise, la pérennité. Les aides d'État font qu'actuellement, vous le savez, en France, il y a moins de faillites, moins de liquidations de sociétés tout court. Donc, on ne se rend pas encore vraiment compte de la casse que ça va être pour les entreprises, parce qu'il y a toutes les aides d'État, ainsi de suite, qui nous perfusent. Mais bien sûr, il y a des difficultés ressenties, des difficultés, bien sûr, de trésorerie, des difficultés de se projeter dans l'avenir, d'état d'esprit. C'est difficile de rester dans l'état d'esprit de l'entrepreneur, de rester optimiste, de continuer d'avancer quand tout le contexte ralentit terriblement. Donc, je dirais que l'impact, nous, on l'a ressenti plutôt sur l'état d'esprit entrepreneurial, et voilà, fragiliser, faire douter certains d'entre eux de la survie de leurs activités entrepreneuriales et quelle voie imaginer pour cette survie-là, comment reconquérir ses clients dans ce contexte, voilà, et comment rester confiant tout simplement en tant qu'entrepreneur, ne pas jeter l'éponge. Voilà. C'est plutôt ces enjeux-là qu'on a pu observer et qu'on essaie aussi de travailler dans le programme Rebond TIH dont je vous parlais. Très bien. Alors, une petite remarque qu'on a eue aussi dans les questions, qui n'est pas forcément une question, mais une entrepreneur qui partage son expérience. Je souffre d'un handicap psychique et malheureusement, il était invisible pour mes anciens employeurs, pas de prise en compte alors qu'ils connaissaient ma RQTH. Voilà. Et on a une dernière question qui est un petit peu en marge de sujet, mais comment trouver une assurance pour les indemnités journalières avec les assurances classiques ne voulant pas assurer des personnes avec un handicap? Alors là, je me permets de prendre la parole. La question de l'assurance des travailleurs indépendants handicapés est une question qui nous préoccupe beaucoup. C'est une question sur laquelle nous nous promettons d'avancer dans les prochains mois pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire faire part de nos difficultés aux assureurs. Nous avons la chance, j'y ai fait allusion dans mon introduction, d'être accompagnés depuis très longtemps à HUP par des assureurs. Donc les assureurs sont bien conscients de l'existence des TIH et de l'intérêt à les soutenir. Je pense que nous avons des marges de progrès sur cette question et j'espère bien que nous allons pouvoir avancer avec les pouvoirs publics et les assureurs.
Merci Amou. Merci beaucoup Amou pour cette réponse. Et effectivement, plusieurs fois ont été mentionnés dans le chat et on les connaît bien. La Fondation Entrepreneurs de la Cité, effectivement, c'est une des solutions qui existent. Effectivement, c'est une solution de micro-assurance pour précisément prendre en charge, donc quelque part, couvrir vos polices d'assurance pendant un laps de temps donné, 2 ans de mémoire, je crois. C'est adressé aux micro-entrepreneurs et ça leur permet de bénéficier effectivement d'une protection sociale financée directement par Entrepreneurs de la Cité pendant 2 ans auprès des assureurs du marché. Donc, c'est une des solutions qui a aussi besoin d'évoluer ou en tout cas sur lesquelles il y a des conditions, bien sûr, d'accès. Et en tout cas, nous, à Shop Entrepreneur, c'est vraiment un sujet aussi qu'on travaille, cette réflexion autour de l'offre assurantielle, protection sociale et d'accès au financement pour l'amorçage et la croissance des entreprises créées par des personnes en situation de handicap. Il est 15h02. Merci beaucoup. Est-ce qu'il restait une question qu'on peut éventuellement prendre? Non, c'est bon? Non, Merci à tous. Merci à tous pour vos réactions, vos commentaires dans le chat, de nous avoir suivis jusqu'à présent. Merci beaucoup à notre interprète en langue des signes française, Aurélie Naon. Ne nous quittez pas tout de suite parce que j'ai quand même encore une ou deux informations à vous partager. La première, c'est si vous souhaitez retrouver en détail les résultats de l'ENATI, je vous mets ici dans le chat le lien vers les restitutions vraiment documentaires que vous retrouverez aussi sur le site d'Ashop Entrepreneur. Une infographie synthétique, si vous souhaitez l'imprimer, l'afficher fièrement dans votre bureau, c'est tout à fait possible. Le PowerPoint et bien sûr le rapport complet. Comme ça, vous saurez tout et vous en saurez même encore plus. Vous pourrez étudier, poser ça sur votre table de chevet. En tout cas, vous aurez accès à tout le détail de cette étude. Un deuxième point aussi pour bien sûr vous dire, comme on dit toujours en matière d'entrepreneuriat, feedback is a form of love. Donc, on est très intéressé d'avoir, s'il vous plaît, votre feedback sur cette restitution. Donc, je vous fais passer un petit questionnaire de satisfaction. Oui, j'essaie de faire l'humour. Donc, n'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à prendre quelques instants. Vous verrez, c'est très, très court. Je vous le remets ici dans le chat. Nous donner un petit peu votre retour sur cette restitution, sur son animation et sur tout point de commentaire que vous auriez pour qu'on continue de nous améliorer. Et puis, bien sûr, on voulait vous partager quelques petits points d'actualité. Actualité nationale Ashop, c'est bien sûr, vous le savez, l'appel à candidature Ashop Academy vient de se terminer. Ashop Academy, notre programme d'accélération des réussites par incubation de jeunes créateurs ou jeunes porteurs de projets ayant leur preuve de concept avancée. Et donc, on vous fera découvrir très prochainement, je l'espère, mi-mai à peu près, la nouvelle promo des académiciens 2021. Ça, c'est la première actu qu'on voulait absolument vous partager. La deuxième actu, c'est aussi de vous dire que Ashop Entrepreneur, c'est bien 4 programmes. Déclic Ashop pour explorer, découvrir l'entrepreneuriat lorsqu'on ne sait pas encore si on ose se lancer ou quand on ne connaît pas ce que c'est, mais qu'on est attiré. Déclic Ashop, vous avez la possibilité de découvrir l'entrepreneuriat, de faire votre premier pas. Et surtout, à ce moment-là, n'hésitez pas à prendre contact avec notre référent de programme, Thibaut Drelon, dont je vous mets ici dans le chat l'adresse mail directe. Ashop Entrepreneur, c'est aussi un deuxième grand programme, le parrainage de compétences. Le parrainage de compétences vous permet en individuel de renforcer vos compétences ou votre projet entrepreneurial grâce à un mentor bénévole, un professionnel, par exemple un responsable marketing d'un grand groupe qui vient transférer ses compétences, son expérience en tant que bénévole à vos côtés pendant au moins 6 mois. Et je laisse du coup Laura vous envoyer dans le chat parrainage de compétences, le prochain pas qu'il est possible de faire et le lien pour vous y inscrire. Et puis, je vous parlais d'Ashop Academy. Alors, c'est sur appel à candidature, ça vient de se clore, donc je ne peux pas vous proposer de vous y inscrire. Mais par contre, il fallait absolument, bien sûr, que je vous invite à découvrir le programme Remontée IH, ce programme de relance anti-crise qui a été pensé pour vous, chers entrepreneurs, quel que soit votre statut. Si vous avez 2 ans et demi de création, d'ancienneté de création, ce programme, il est pour vous. Il a été pensé pour être réactif et vous apporter des pistes de solutions anti-crise pour réinventer le futur de votre entreprise en 3-4 mois, en partenariat avec la GFIP. Je rappelle aussi que ce programme, si vous y participez, vous rend éligible de facto à l'aide exceptionnelle de soutien à l'exploitation de la GFIP. Et donc, pour rejoindre ce programme,
On va également ici vous remettre dans le chat Remontée IH pour les créateurs qui ont au moins les entrepreneurs ayant 2 ans et demi d'ancienneté de création. N'hésitez pas à sauter le pas. Merci à tous, en tout cas. Merci beaucoup, Cécilia, Franck, vraiment, hein, pour cette formidable restitution. Merci Aurélie Naon pour l'interprétariat en langue des signes française du collectif 10 doigts en cavale. Je vous invite à découvrir le chant signe, c'est extraordinaire. Et merci encore à Amou Bouakaz, notre président, ainsi qu'à Laura Verlac, directrice nationale des programmes, qui ont animé à mes côtés ce webinaire. Et je vous dis à tous à très bientôt. Bonne fin de journée et par avance un très bon week-end.